Bonjour à tous et bienvenue sur Simultiphysique, le tout nouveau podcast ADDL. ADDL, nous sommes partenaires des logiciels de simulation numérique ANSYS et nous avons le plaisir dans ce podcast d'explorer la simulation numérique à travers divers secteurs d'activité, divers domaines de physique et pour tous les niveaux avec des interviews des ingénieurs ADDL ou chez nos clients ou aussi des discussions entre experts sur la simulation numérique. Pour ce premier épisode, je me présente, je suis Marjorie, je travaille pour ADDL et je serai votre hôte aujourd'hui. Et nous allons accueillir Gildas, notre ingénieur en mécanique des fluides depuis 5 ans déjà. Bonjour Gildas, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de ce que tu fais avec nous? Je m'appelle Gildas, ingénieur depuis environ, on va dire, 5 ans, un peu plus, chez ADDL. En termes de travail chez ADDL, on a plusieurs activités. Je fais à la fois de la formation pour aider les personnes à utiliser le logiciel qu'on va vendre. Je fais aussi du support technique sur les logiciels, ça va être mécanique des fluides, mais j'ai une double casquette de faire aussi de la structure en plus. Et on a toute une activité de prestation de calcul et commerciale, on va dire, qui fonctionne un peu conjointement parce que il y a nécessité de pouvoir faire des démonstrations pour les clients, leur montrer que ça fonctionne, ou alors le côté prestation de calcul sera quand un client a une trop grosse charge de travail ou alors ne souhaite pas encore acquérir le logiciel à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton métier au quotidien? Qu'est-ce que c'est la mécanique des fluides concrètement? Alors, mécanique des fluides pour placer, donc étude des fluides, donc ça c'est on va dire de base. Donc tout ce qui va être liquide, gaz y est intégré. Après, pour pouvoir situer, ce sera difficile de donner des domaines d'études en particulier. Chose simple, on va dire étude de l'écoulement de l'eau, on va dire dans des tuyauteries, sur des canaux ouverts ou ce genre de choses. Bon, ça rentre en mécanique des fluides. L'aviation, aéronautique et aérospatiale, on a 2-3 notions de mécanique des fluides. Alors, juste attention, pour l'aérospatiale, on va en faire beaucoup plus pour ce qui se passe au niveau des moteurs et des mélanges, ou alors en début de décollage. Par contre, l'aérospatiale en haute atmosphère, c'est plus trop suivi d'un point de vue mécanique des fluides pour ce que nous on fait, parce que nous on fait pas juste de la mécanique des fluides, on fait de la CFD, donc le Computational Fluid Dynamics. Donc, si on fait ça, on fait du coup via simulation numérique, et donc on a certaines règles à respecter qui sont actuellement là les hypothèses des milieux continus en fluide. Donc, quand l'air est raréfié, le gaz est trop peu dense, il n'y a pas assez de particules, donc on n'est pas sur un comportement de milieu continu, donc on peut pas le simuler. Donc, aérospatial, ce sera soit dans les milieux confinés pour les écoulements d'air dans des stations, ou alors en tout début. Et après, pour l'aviation, pareil, ça dépendra des altitudes sur l'ensemble, mais c'est des choses qu'on peut faire. Et on peut très bien aller aussi faire de la mécaflux sur des choses un peu plus de tous les jours, de la peinture en soi pour suivre un peu de mécanique des fluides. Tout va dépendre d'hypothèses et du domaine, mais on a tout. Du coup, comment c'était venu de faire ingénieur et pourquoi en mécanique des fluides du coup? Bon, alors je vais pas avoir de grosse histoire là-dessus. Juste, Pas de potin. j'ai eu de la chance d'avoir quelques facilités, d'être assez feignant et donc de toujours essayer de faire au plus simple. Et je me suis retrouvé à aller en prépa. Pendant la prépa, la question était oui, ingénieur, j'aime bien, c'est réfléchir à des trucs. Dans l'idée, moi, c'était plus de création. Je me suis rendu compte que c'était pas que ça. De base, j'étais très intéressé par l'aviation. Après, je m'en suis un peu détaché. C'est-à-dire que j'ai commencé les études par rapport à l'aviation, puis j'ai une espèce de conscience écologique qui s'est pointée. Il m'a dit que c'était pas forcément la meilleure des idées d'être que là-dessus. Je me suis rendu compte que la mécanique des fluides pouvait servir à plein de domaines. Et donc, je me suis tourné vers la mécanique des fluides de façon globale et vers tous les domaines parce que je suis assez intéressé par, on va dire, tout ce qui peut exister. Si ça existe, qu'il y a moyen de creuser, ça m'intéresse. Mais pourtant, la mécanique des fluides, il y a beaucoup plus d'inconnus, par exemple, que la mécanique des structures. Donc, Alors, finalement, par fainéantise, est-ce que ça aurait pas été plus simple, la structure? bon, d'aller en structure. Ah oui, j'en ai fait un peu de mécanique structure. Mais le côté mécanique des fluides, au début, quand j'ai commencé, je trouvais ça intéressant, les notions de turbulence, le fait de manipuler des équations où est-ce on se dit, on les manipule, on arrive à savoir à peu près ce qui se passe, mais on sait fondamentalement pas les résoudre. On sait les approximer, les moyenner, mais on sait pas les résoudre. J'ai toujours trouvé ça un peu amusant. Mais après, le choix mécanique des fluides, c'est un peu fait, c'est pas par défaut, mais je me suis retrouvé dedans, je trouvais ça bien, du coup, j'y suis resté. Et du coup, sur quel type de projet chez ADDL, est-ce que tu as déjà travaillé au cours de ces années? Comme tu as dit, tu as été sur plusieurs secteurs. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus et en quoi ça consiste finalement un projet pour un ingénieur? Ouais, donc du coup, ça c'est si on parle plus de l'aspect prestation de calcul qu'on peut réaliser, parce que là, Ouais. les domaines on en croise plein via le support technique, mais si on se concentre sur la partie prestation de calcul, on a des clapets pour vérifier le niveau de perte de charge dans un écoulement. Donc ça, on va dire, c'est la partie un peu plus bateau.
de l'ensemble, sur l'écoulement purement dans une tuyauterie, des canalisations. Ça, c'est les calculs un peu plus simples. Estimer des pertes de charge sur des formes qui sont plus exotiques. Parce que nécessairement, on va pas aller faire de la CFD si jamais on est sur des canalisations simples avec de simples coudes. Dans ce cas-là, on a déjà tout un ensemble d'abacs et de données pour faire le résultat. Mais pour des formes plus exotiques, ça peut être amené à faire des calculs. Dans ces cas-là, c'est plus le client nous file une géométrie. Nous, on fait le calcul, on retourne les résultats. Mais on n'a pas d'activité de R&D sur ce genre de choses. Pas de la recherche, on développe pas le produit, on fait seulement des calculs, vérifier si ça marche. Après, c'est arrivé aussi d'avoir des cas où est-ce que, par contre, les clients qu'on a pu avoir voulaient de l'aide et faire un développement, on va dire, au conjoint. Moi, ça m'est pas arrivé d'en avoir sur des cas très longs. On va dire que c'est plus souvent, je faisais un calcul et proposition d'amélioration, d'axe de changement. Ça, c'est arrivé pour des calculs liés au domaine de l'hydrogène, pour la création d'hydrogène qu'on a considéré vert, même si je trouve que ce mot est un peu galvaudé pour ce que c'est, mais du coup permettre de produire de l'hydrogène à moindre coût énergétique. J'ai eu des cas aussi, si jamais on veut sortir un peu des domaines, on va dire plus techniques, des cas où est-ce que il fallu faire des calculs d'écoulement de semences de taureaux, donc pour l'agriculture. Il y a aussi de la mécanique des fluides qu'il peut avoir. Donc là, la question était plus... Alors, je peux pas aller sur les détails, parce qu'il y a des points qui doivent être gardés secrets, on va dire, sur ce qu'on faisait exactement, mais donc à amener à faire des calculs sur des fluides qui sont, on va dire, moins courants quand on veut parler de la mécanique des fluides. Dans la tête, on a souvent l'aéronautique, l'automobile, lorsqu'on en pense. Des calculs, il y en a eu à faire pour aider certains clients sur les hydroliennes et éoliennes, sur les prémices, on va dire, parce que c'est des choses qui restent assez compliquées. Donc ça, c'est des domaines où est-ce que on va essayer de plus s'accompagner, plus que de faire des calculs, parce que c'est des domaines où est-ce que là, on va être interphysique, où est-ce qu'il va falloir faire combiner structure et mécanique des fluides pour réussir à faire tourner les éoliennes dans son ensemble. Alors, en termes de calcul, après, on pourrait en citer plusieurs, mais en fait, c'est juste l'idée, c'est que c'est vraiment c'est pas pluridiscipline, mais c'est sur différents secteurs d'activité. Okay. C'est pas commun. Et nous, c'est un peu l'intérêt chez ADDL, c'est que vu qu'on est revendeur, on brasse un peu sur tous les secteurs. On n'est pas spécialisé sur un. D'accord. C'est multiphysique ici et multisecteur chez ADDL. Voilà, c'est ça. Ici, on va parler de différentes physiques. Chez ADDL, on parle de différentes physiques et on peut le faire parce qu'on est sur plusieurs secteurs. Donc en fait, ça force finalement ces secteurs divers à se former, s'auto-former sur d'autres domaines de physique finalement pour pouvoir. Chez ADDL, on n'a pas trop le choix. Sachant qu'en plus, on a une particularité en termes de support technique, c'est que on doit gérer des comptes académiques. Donc, comptes académiques en France, quand j'en parle, c'est laboratoire de recherche, école. Donc là où est-ce que pour les recherches, là où est-ce qu'ils sont un peu plus avant-gardistes sur certaines choses parce que la recherche est un peu plus poussée. Et dans les écoles, il y a forcément tous les domaines, parce que c'est là qu'on vient former des futurs ingénieurs ou futurs techniciens. Et nous, vu qu'on a tout ce petit monde en support technique, ça nous oblige à devoir réfléchir un peu à tout et d'être un peu touche à tout en termes de données. Donc, on n'est pas expert, on va dire, dans un domaine. Par contre, on a une idée, on va dire, globale et générale sur la plupart des domaines actuellement. Pour moi, c'est un peu la force de ce travail que j'ai actuellement. Comparé à d'autres endroits, c'est justement de pouvoir aller fouiller à droite à gauche. Et du coup, tu parlais tout à l'heure justement de ton engagement pour la condition environnementale dans ta vie personnelle. Comment tu le retranscris dans ton métier d'ingénieur au quotidien? Ouais, ça c'est un peu la question piège par rapport au métier, parce que je sais très bien qu'on n'est pas les principaux acteurs pour, on va dire, les gros changements en termes d'écologie. Nous, sur les choses sur lesquelles on va pouvoir agir, c'est que fondamentalement, via simulation numérique, ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter les différents tests qui vont nécessiter des tests physiques qui potentiellement vont rater. On fait en sorte aussi d'optimiser au mieux tous les processus, donc que ce soit sur optimisation de forme ou optimisation d'écoulement. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire, notamment dans l'aviation, même si on sait que l'aviation, c'est pas on va dire, c'est pas l'emblème de la cause écologique, mais si jamais on limite la consommation d'un avion en améliorant son aérodynamisme ou sa consommation au niveau de ses turbomachines, il consommera moins, donc il polluera moins. Mais du coup, ça souligne le fait que nous, on peut agir sur le fait d'améliorer du coup, tout ce qui est matériel, on va dire tout ce qui est technologique, ou des toutes choses même qui le sont peut-être un peu moins quand on parle d'écoulement pur. Mais on ne pourra pas changer les idées de consommation, et ça, j'en suis bien conscient, ce qui fait que je dis que c'est un peu la question piège. C'est-à-dire, nous, on n'empêchera pas l'effet rebond. On risque potentiellement même de l'encourager si jamais on se sensibilise pas à cet ensemble. Mais le au mieux, c'est de pouvoir s'orienter sur des projets, donc ce qu'on a fait, d'essayer d'aller sur des secteurs qui sont plus sur, on parlait tout à l'heure d'hydrogène par exemple, ou alors d'aller sur des énergies renouvelables, où est-ce qu'on peut aider les personnes. Ça pourrait être sur des calculs de serre, des calculs solaires pour du chauffage, du barbecue solaire, un four solaire, c'est des choses qui existent sur lesquelles on peut faire des simulations. Et chez ADDL, on a aussi une volonté d'aller un peu vers la santé. Moi, je dissocie pas trop le terme santé au niveau écologique parce que
Ça, c'est mon point de vue. Je trouve que, l'écologie a une dimension un peu sociale et la santé en fait partie. Si jamais on est en mauvaise santé, on se posera moins les questions d'écologie que si jamais on est en mauvaise santé ou est-ce qu'on aura d'autres préoccupations. Et du coup, tu parlais de l'optimisation fluide. Comment ça fonctionne pour que justement, c'est quoi les types d'optimisation qui permettent finalement de réduire l'impact environnemental après? Alors, je vais donner l'exemple de l'aviation, mais optimisation, après, c'est un grand mot pour ce qui peut être fait. Ça peut être juste, par exemple, on va limiter des pertes de charge. Si jamais vous avez une pompe qui doit envoyer de l'eau dans un château d'eau, si vous avez des pertes de charge colossales dans votre tuyauterie, je parle de tuyauterie, c'est des trucs simples, pas forcément simulés, mais c'est des pertes de charge pas possibles, beaucoup d'énergie pour envoyer de l'eau quelque part, alors qu'il y a peut-être moyen d'optimiser le circuit. Donc là, c'est juste, on va faire une étude comparative, paramétrique, pour voir quelle est la meilleure condition. C'est une chose qu'on peut faire. En optimisation, on va aussi parfois, c'est pas juste les pertes de charge, on va essayer d'augmenter l'efficacité. Donc si je prends toujours l'idée d'une pompe, il y a des pompes sur lesquelles on a beaucoup travaillé, il y a des pompes type scroll sur lesquelles on a moins travaillé, et plus récentes, parce que si on va dans les trucs techniques, ils vont nous parler que c'est sur des pouillèmes que ça se joue. Mais en fait, ces petits pouillèmes à droite à gauche, si jamais on se dit que bah oui, mais bon, on a une flotte complète de pompes à devoir déployer, ce petit quelque chose qu'on a gagné quelque part, il sera gagné de façon globale. Donc là, c'est des petites optimisations vraiment, on va dire, un peu plus poussées. Après, moi j'en ai qui me viennent en tête, mais elles sont plus liées à la structure, donc c'est pas celle que je donnerai par rapport aux quantités de matière à utiliser quand on fait une pièce. Mais ce sera aussi lié conjointement à la mécanique des fluides, parce que si on met moins de matière, ça veut dire que sur un solide qui est exposé même à du courant marin, admettons un bateau, on a voulu optimiser son poids pour qu'il avance plus vite. On a baissé un peu trop, on fait un calcul fluide, on remarque que les efforts générés par le fluide sur le bateau sont trop importants pour la structure. Bon, bah, on reboucle et on change. Donc, c'est pour ça que parfois, on est obligé, quand on commence à parler optimisation pour essayer de limiter les coûts de production, la consommation des produits par la suite, la consommation qu'on fait d'énergie pour créer le produit, on commence à devoir se poser des questions qui sont interphysiques, justement. Parce que tout est lié, on va pas séparer les physiques à ce moment-là, ils sont assez liés. Après, on va avoir aussi donc l'optimisation, quand je parlais d'aviation, c'est des trucs d'aérodynamique pour une voiture. Vous prenez une voiture qui a une face plate, qui a un arrière qui tourne droit. Bon, vous mettez un cube sur la route, une voiture Lego, donc c'est une aérodynamique toute pourrie, ça va consommer comme pas possible. Alors, déjà qu'il faut limiter le nombre de véhicules, si en plus on fout en circulation des briques, ça va pas aider. Donc il y a une nécessité de faire quelque chose. Il y a des choses qu'on a besoin encore actuellement, il faut qu'on les limite, mais quitte à en mettre en circulation, il faudrait mieux quand même que ça consomme pas trop. Quels sont pour toi peut-être les défis encore de la simulation numérique sur l'impact environnemental en général? Alors, la simulation numérique en elle-même, elle va pas faire grand-chose. Par contre, les entreprises qui ont la possibilité de s'en servir, elles pourraient en fait utiliser ça comme un outil. Mais faut-il encore, en fait, dans un premier temps, il faut que l'entreprise qui va s'en servir ait conscience qu'elle ait moyen de changer quelque chose, ou alors que quelqu'un qui n'a pas d'entreprise ait conscience qu'il pourrait agir quelque part. Et la simulation numérique pourrait être utilisée comme un outil, mais elle n'est pas une solution en soi. C'est-à-dire même Oui, principe que c'est le un marteau. moyen. Le marteau, c'est un outil. On a décidé de casser un mur avec ou de planter un clou. On n'en fait pas la même chose. Il y en a un, on construit, l'autre, on détruit. Bon, bah, la simulation numérique, on peut faire pareil. Mais donc, c'est libre à celui qui doit s'en servir de savoir de ce qu'il souhaite en faire. Donc, après, si la question, c'est plus quel domaine pourrait utiliser la simulation numérique pour en faire quelque chose, en soi, ils sont déjà en train de l'utiliser pour la plupart. Donc, c'est un truc qui se développe, qui se propage petit à petit, mais qui s'en servent déjà. Certains non de façon numérique, mais de façon purement, on va dire, analytique, via des abacs, des tests sur l'ensemble. C'est des choses qui se font déjà. L'avantage de la simulation numérique, c'est d'aller plus vite. Donc en fait, c'est un peu plus ça l'avantage, c'est que comparé aux tests qu'on peut faire qui peuvent être longs, des tests qui prendraient, on va dire, 15 ans pour mettre au point le nouveau dispositif qui consommera moins. Bon, bah, avec la simulation numérique, si j'exagère un peu, bon, on va mettre 3-4 ans. Donc pour une question environnementale qui est assez urgente, si jamais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'en passer, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un consensus sur le fait que ça, on ne pourra pas s'en passer, il s'agirait de faire en sorte que ça consomme pas trop ou de trouver de nouvelles sources pour le faire fonctionner. Et ça peut passer via la simulation numérique. Mais je suis pas devin. Je ne veux pas vous sortir que il y a tel sujet ou tel domaine, c'est celui qui va révolutionner l'ensemble. Captation carbone, ça pourrait être utile. Mais alors, c'est peut-être pas la solution miracle non plus. Il y a plein de choses. Hydrogène, captation carbone, essayer d'améliorer nos systèmes d'énergie renouvelable. On sait être assez gourmand en matériaux pour être monté. Une éolienne, c'est très gourmand en énergie pour être construit. Il faut, je crois que c'est 7 ans minimum, si je dis pas de bêtises, pour les toutes dernières générations pour rembourser ce qu'elle a coûté en termes d'énergie. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer. Donc nous, on est là, on peut aider, faire en sorte que ça s'améliore. Merci beaucoup, Gildas, pour cette discussion. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin peut-être? D'un point de vue purement simulation numérique, je suis pas sûr d'avoir grand-chose à apporter, au risque que ce soit, on va dire,
plus poussé ou plus technique, là, tout simplement pour cette discussion qui avait plus pour vocation à introduire à la mécanique des fluides. Après, si c'est par rapport, donc pour rester, vu qu'on a une discussion qui a tourné, on va dire, assez vite sur le point de vue écologique, par rapport au métier d'ingénieur, faut penser surtout à ce qui va s'agencer autour. Donc c'est juste des gestes à la noix, de faire attention, allumer l'écran, enfin éteindre le PC. Mais ça passe aussi pour justement quand je vais donner des formations. Moi, je trouve que j'ai la chance de travailler chez ADDL où est-ce qu'ils acceptent que quand je dois aller filer une formation dans le sud de la France, il faut savoir que je suis sur Brest, moi, que je dois filer une formation dans le sud, que je dois du coup me déplacer, vu que je ne prends pas l'avion, me déplacer, faire 12-13 heures de train, que la boîte accepte de mobiliser son ingénieur pendant une journée pour respecter justement ces conditions et ne pousse pas à prendre l'avion, accepte qu'il fasse le déplacement en train, que ce soit plus long, que malheureusement ce soit potentiellement aussi plus cher. Donc, je trouve que c'est un peu cette chance et qu'il faut penser que c'est toute cette organisation qui va autour. Du coup, c'est plus les sociétés qui ont le pouvoir d'aider l'ingénieur à pouvoir respecter au mieux ses conditions. Donc la chance, voilà, chez l'idéal de pouvoir le faire. En tout cas, on espère qu'on pourra approfondir un peu plus le domaine de la mécanique des fluides dans d'autres vidéos. C'est vrai que c'était pas forcément l'objectif aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur dans ton métier? Alors, dans le métier d'ingénieur, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer au plus longtemps dans la boîte dans laquelle je suis, parce que ça me plaît largement. Et après, c'est de pouvoir faire cohabiter au plus longtemps ce métier qui, moi, me permet d'être assez curieux, de découvrir pas mal de choses tout le temps, qui puisse coexister avec mon envie qui est à côté d'aller de plus en plus vers la Cambrousse pour pouvoir ouvrir un jour une ferme et de faire en sorte que du coup ça puisse cohabiter. Mais ça, c'est un autre sujet que peut-être je serai amené à en parler, de parler des poules, des lapins, mais pour l'instant, on va rester sur la mécanique des fluides. En tout cas, merci beaucoup Gildas. Nous allons nous revoir très bientôt pour un deuxième épisode. On espère que ça vous a plu et à bientôt sur Simultiphysique. À bientôt.